Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum, à la tête d'une délégation composée de ministres, de hauts fonctionnaires ainsi que d'opérateurs économiques du Niger, a été reçu ce lundi 13 mars 2023 au palais de la Marina à Cotonou. À l'issue de la séance de travail, les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle ils sont revenus sur plusieurs points capitaux d'un partenariat stratégique entre le Bénin et le Niger. Nous nous intéresserons avec les confrères déjà en plateau à la substance de la déclaration de Patrice Talon qui, au-delà de la coopération bilatérale, s'est aussi prononcé sur le remaniement ministériel qui agite l'opinion publique depuis le lendemain des législatives de janvier 2023. Premier invité sur ce plateau, Marcel Zoumenou, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Marcel, bonjour. Bonjour Paul, bonjour aux auditeurs, aux internautes de BNews. Face à vous, Cyriaque Dekenou, directeur de publication du quotidien Émergence Info. Cher confrère, bonjour. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Je salue au passage les internautes de BNews TV. Avec vous, nous aborderons également l'impact socio-économique que la traque lancée par le gouvernement contre les cybercriminels pourrait avoir sur le quotidien des Béninois. Et puis, je le rappelle, en seconde partie de cette émission, je reçois le secrétaire général de Moël Bénin, Justin Hiro. Avec lui, nous reviendrons sur l'intérêt de la visite du président nigérien Mohamed Bazoum au Bénin et surtout sur cette déclaration de Patrice Talon sur le remaniement ministériel. Cyriaque Dekenou, j'ai bien envie de commencer par vous. Plusieurs sujets ont été abordés par Mohamed Bazoum et Patrice Talon, coopération bilatérale, questions sécuritaires, enjeux économiques. Quels sont vos points de satisfaction? Non, il faut quand même saluer d'abord cette visite de Mohamed Bazoum au Bénin, président en exercice de l'Union monétaire ouest africaine. Il était au Bénin et sur invitation du président Patrice Talon. C'est une visite diplomatique qui renforce encore une fois la coopération entre les deux États, entre le Bénin et puis le Niger. N'oublions pas que le Bénin et le Niger entretiennent quand même, disons, une relation vieille déjà de plus d'une soixantaine d'années, puisque les deux nations ont traversé, c'est-à-dire ont connu la même transformation démocratique, des coups d'État et bien d'autres choses. Autre aspect de la chose, c'est que le Bénin fait partie de ces États ouest-africains qui contient quand même, disons, le plus de ressortissants nigériens. Le Bénin aujourd'hui est le pays d'accueil traditionnel des Nigériens que nous appelons communément Baba et qui sont également aussi dans plusieurs autres secteurs d'activité. Quel est vraiment l'intérêt de cette visite? L'intérêt de cette visite n'est plus à démontrer. Vous savez que l'ancien chef de l'État nigérien a préféré que le pétrole nigérien transite par le Bénin, disons, le Bénin à travers la construction du pipeline, alors que dès le départ, la préférence quand même, ou bien la porte ouverte était plutôt adressée vers le Nigeria. Donc c'est une pas belle fête quand même, disons, au Bénin, à son économie, mais aussi quand même, disons, à une création future d'emplois. Donc c'est tout à fait normal que le président nigérien accepte quand même, disons, cette invitation de son homologue béninois, de son homologue béninois, afin d'être ici pour ne serait-ce qu'aller visiter l'évolution des travaux du côté de Sémékodi. Il n'a pas manqué quand même, disons, de se rendre à Sémékodi pour voir l'évolution quand même, disons, des travaux. Il y a également aussi la coopération bilatérale sur le plan militaire, parce que les deux pays sont aujourd'hui en proie quand même, disons, à des menaces terroristes et djihadistes. Donc il est tout à fait normal que nous puissions quand même renforcer la coopération militaire en termes de renseignement, mais aussi en termes d'équipement. Qu'est-ce que le Bénin et le Niger peuvent quand même, disons, se partager? Il y a également aussi un certain nombre de choses en matière de relations diplomatiques. C'est le président en exercice de l'UEMOA, Patrice Talon, avait voulu par le passé qu'il y ait des réformes qui soient opérées au sein de l'UEMOA, de sorte que le président en exercice, que ce soit son ministre des Finances, qui soit également aussi le président de la Commission des Finances. Donc il y a quand même toutes ces questions-là qui sans doute ont été abordées par les deux chefs de l'État. Je pense que c'est une visite vraiment à saluer qui sans doute renforce davantage la coopération entre nos deux États et qui contribuerait sans doute
à une évolution de la coopération quand même entre nos deux nations. Marcel Zoumanou, le Bénin fait depuis peu l'objet d'un intérêt tout particulier d'autres chefs d'État. Nous avons vu le président nigérien qui a effectué sa visite à Cotonou. Après lui, le président rwandais a également annoncé. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, cet intérêt tout particulier que le Bénin suscite depuis peu? Bon, je ne sais pas si c'est le Bénin qui suscite ou bien si c'est le Bénin qui sollicite. Dans l'un ou dans l'autre des cas, il y a une volonté est-ce que je vais dire soigner l'image, il y a une volonté de donner un peu plus de tonus à la diplomatie béninoise. Et ça, le chef d'État l'a exprimé. Vous savez que... Et ça a forcément des fondements économiques. L'un des maillons faibles du premier quinquennat du chef d'État, c'est le fait qu'il avait donné l'impression que le pays vivait en autarcie, il n'y avait pas beaucoup de visites, il n'y avait pas beaucoup de sorties aussi. Et donc, pour moi, c'est une offensive diplomatique pour faire rayonner le Bénin sur le plan sous-régional. Et quand vous regardez un peu les pays avec lesquels il y a ces gens de visites aujourd'hui, il y a le Niger. Syriac l'a dit de long en large, mais je voudrais compléter que le Niger utilise le port de Cotonou comme son port naturel. Étant un pays de l'Interland, depuis des années, le port de Cotonou est le port du Niger. Et ça, sur ce volet-là, il y a toujours eu des rencontres mixtes de coopération pour voir un peu faciliter la tâche aux opérateurs économiques du Niger. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect sur lequel je voulais revenir, c'est le MCA. Dieu a voulu, ou bien je ne sais pas si c'est les Américains qui ont voulu, le Millennium Challenge compte. Le compact actuel du Millennium Challenge, le Bénin et le Niger se trouvent dans un même compact, je crois, avec le bitumage de la voie Cotonou-Niamey, si je ne me trompe, et beaucoup d'autres projets. Et il y a évidemment ce que Syriac a dit, le pipeline pour conduire le pétrole du Niger vers l'Europe et les autres pays du monde. Et le Niger a choisi naturellement le Bénin, qui est le pays le plus proche de lui pour bénéficier de ça, et le pays avec lequel il a des relations depuis toujours. Et donc, moi je crois que c'est beaucoup plus une relation économique entre les deux. C'est pas autre chose. Moi je vois beaucoup plus une relation dans laquelle le Bénin a des intérêts, le Bénin a beaucoup d'intérêts, le Niger aussi a des intérêts. Et quand vous avez des intérêts sur la table, vous êtes obligé de vous entendre autour de vos intérêts. Pas forcément que les deux présidents sont des amis particuliers. Bon, je crois que les intérêts, beaucoup d'intérêts les mettent ensemble et ils sont obligés de travailler ensemble, de rester ensemble pour le futur. Ils n'ont pas évoqué que des questions économiques, ils ont également évoqué les questions de sécurité avec le terrorisme grandissant dans les deux pays. Et le président Patrice Talon a fait état de ce que la coopération sur les questions de sécurité va davantage se renforcer. Oui, et c'est ce que j'appelle la communauté des destins par rapport au Bénin, le Niger, le Burkina, le Togo, dans une moindre mesure, ont presque aujourd'hui les mêmes problèmes. Et c'est le même groupe, ou bien les mêmes organisations terroristes qui frappent dans ces pays-là. Et qui bénéficient de leur nomadisme, de leur déplacement, et qui circulent entre ces pays. Et ils frappent peut-être au Niger, ils viennent utiliser le Bénin comme base arrière. Ils frappent peut-être au Bénin, ils utilisent le Niger comme base arrière. Ils frappent au Burkina, ils utilisent le Bénin comme base arrière, ainsi de suite. Et donc, ces quatre pays, pas seulement les deux, ces quatre pays sont condamnés à coopérer pour conjuguer leurs efforts dans les renseignements, les efforts aussi dans les équipements militaires pour lutter contre la menace terroriste qui aujourd'hui frappe ces pays et qui peuvent surfer sur ces grands projets, parce que l'une des pratiques des organisations terroristes, et on l'a vu plusieurs fois au Nigeria, c'est le sabotage des infrastructures pétrolières. Et donc, il y a un grand défi à relever là, parce que le pipeline qui sera construit, il faut le construire, mais il faut travailler à le sécuriser pour que demain des organisations terroristes ne l'utilisent pas, ou bien n'aient pas la même main sur ça pour empêcher la circulation de l'or blanc. Donc je crois qu'il y a un grand défi là, un grand défi sécuritaire lié au contexte, mais lié aussi au pipeline qui sera prochainement construit. Je voudrais bien rester sur la question sécuritaire avec vous, Syriac Dekeno. Le président Bazoum a par exemple déploré les difficultés rencontrées par le G5
Sahel pour mettre en œuvre les stratégies, les opérations militaires pour dérouter un peu les assauts des terroristes dans la sous-région? Bon, c'est tout à fait normal qu'il essaie un tant soit peu de revenir là-dessus, parce que lorsqu'on parle du G5 Sahel, c'est que le G5 Sahel est une organisation de lutte antiterroriste parrainée par, disons, la France. Et aujourd'hui, il y a quand même des changements politiques majeurs dans 2 pays membres de ce G5 Sahel, disons, ex-membres de ce G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso et puis le Mali, qui ont compris que la meilleure façon de pouvoir quand même, disons, lutter contre cette menace terroriste, c'est de parvenir ne serait-ce que à juguler cette menace-là, que c'est de quitter cette organisation et d'être un peu plus indépendant. Donc c'est tout à fait normal. Le Niger aujourd'hui est encore membre de ce G5 Sahel. Je pense qu'il y a le Niger, il y a le Tchad, et il y a également aussi le Niger, il y a le Tchad. Je pense que c'est bon, c'est bon. Donc aujourd'hui, le G5 Sahel est presque en lambeaux. Vous voyez, c'est tout à fait normal, mais je pense que Bazoum, là, aujourd'hui, il sait comment est-ce qu'il est venu au pouvoir avec des contestations, même par rapport, quand même, disons, à sa nationalité et tout ça. Donc, c'est des questions essentielles sur lesquelles, aujourd'hui, il faudra surfer pour aller directement à une coopération bilatérale, c'est-à-dire État par, disons, État, pour que les États s'entendent quand même, disons, entre eux, pour se partager des informations de renseignement. Vous savez, lorsque vous prenez l'ensemble des pays de ce G5 Sahel, même élargi, même, disons, à l'UEMOA, ce sont des pays qui, pour la plupart, ont des frontières poreuses. Et il le disait tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est pas quand même, disons, ces frontières-là que ces djihadistes qui, pour la plupart, c'est-à-dire sont des nomades, font transiter des armes et bien d'autres choses. Donc aujourd'hui, il est de l'intérêt de toutes les nations de pouvoir, aujourd'hui par exemple, nous avons appris pas plus tard qu'il y a de cela quelques jours, qu'il y a quand même des milliers de Nigériens et des milliers de Togolais qui aujourd'hui ont venu trouver asile, quand même disons au Bénin, sont venus trouver asile au Bénin. Ce qui suppose quoi? Ce qui suppose que pour pouvoir quand même, disons, juguler la crise sécuritaire actuelle dans le Nord Togo, le Niger, le Togo est peut-être obligé de venir négocier à tête avec le Bénin pour qu'il y ait quand même, disons, un partenariat mixte. Donc, ce sont des questions essentielles et des questions de suivi qui menacent même, disons, c'est-à-dire la suivi quand même de certains États. Donc, je pense que c'est bien qu'il l'ait déploré et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, que les réflexions soient davantage poussées pour que les coopérations passent davantage du niveau, c'est-à-dire que les coopérations passent du niveau holistique pour pouvoir aboutir quand même, disons, à des coopérations vraiment directes, moins quand même, disons, élargies pour avoir beaucoup plus d'efficacité. La question sécurité a été l'une des questions sur lesquelles les 2 présidents ont passé beaucoup plus de temps. Vous avez certainement suivi lors de la déclaration de presse conjointe que les 2 chefs d'État ont animé. Patrice Talon a semblé passer le savon au correspondant local de RFI. Selon le président, il reproche notamment à RFI de faire l'apologie des choses très mauvaises ou qui n'existent que dans l'imagination du média français. Cyril Dekenou. Non, en fait, moi, en tant que journaliste, je ne suis pas d'accord avec le président béninois parce que, vous savez, les gens travaillent avec le plus grand nombre de professionnalisme possible. Et qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que l'on peut dire qu'il y a certaines informations sensibles qui peuvent agir sur les efforts touristiques opérés actuellement par, disons, le Bénin. Vous comprenez? Mais aller jusqu'à dire que les gens n'ont pas, disons, les preuves de certaines informations, alors que nous savons que la législation en vigueur au Bénin permet à ce que l'on interpelle des gens pour des fausses informations qu'ils distillent, ou bien quand même, disons, de convoquer ces médias internationaux devant des juridictions quand même, disons, internationales. Donc, je pense que ce chemin-là est mieux indiqué que peut-être le fait, quand même, disons, de jeter, quand même, disons, le pavé dans la mare au cours d'une rencontre entre chefs d'État. Vous savez, les questions sécuritaires sont des questions essentielles. Et je vous l'avoue, parce que lorsque l'on annonce qu'il y a eu peut-être attaque terroriste au Bénin, peut-être ici, ou bien quand même, disons, à Calavi, par exemple,
le citoyen européen qui peut-être avait projeté peut-être venir peut-être même à Cotonou visiter le statut de l'Amazone et autres, ne viendra plus. C'est-à-dire de façon automatique. Non, est-ce que c'est pas la description alarmiste qui se fait des attaques au Bénin qui amène le président Patrice Talon à dénoncer ce fait, par exemple? Est-ce que c'est une description alarmiste? Vous savez, en fait, le même problème s'est posé au Mali. Le même problème s'est posé au Mali jusqu'à ce que le Mali a été obligé de retirer quand même, disons, à RFI son agrément, je crois. Mais au Bénin, ne sont pas encore allés jusqu'à ce niveau-là. Vous savez pourquoi je le dis? Pourquoi est-ce que pas plus tard qu'il y a de cela quelques mois, il y a par exemple Emilien David qui avait été interpellé et qui était même allé, le correspondant de TV5, et qui était même allé devant la criette pour avoir essayé quand même, disons, de faire des reportages dans une zone déclarée quand même, disons, interdite. Donc, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut simplement aller au-delà de ce discours de Patrice Talon pour comprendre que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le fait qu'à chaque fois, les moindres attaques sortent, et mieux, quand même, ces informations qui sortent viennent généralement des médias locaux. Nous allons y revenir. Marcel Zoumen, vous avez suivi le développement que Cyriaque Tekeno a eu sur les propos tenus par Patrice Talon quant à la façon dont RFI prend les attaques terroristes au Bénin. Bon, moi, ça m'a fait marrer parce que, vous savez, la presse, les journalistes, nous sommes les mal-aimés de la société. Et vous pouvez passer votre vie à faire des articles favorables sur une institution ou sur une personne. Vous pouvez passer votre vie à faire 100, 1000, 2000 articles favorables sur une personne. Le jour, dans un article, vous dites une ou deux phrases critiques, ça peut vous vouloir toute la version possible. C'est pourquoi il dit que c'est un métier difficile, nous sommes les mal aimés. Et donc, la réaction du chef d'État, je comprends. Moi, je le vis tout le temps. Il suffit que tu as l'habitude d'écrire des choses favorables contre quelqu'un, contre une institution. Mais le jour où tu écris quelque chose critique, de bonne foi même, tu es pris en adversité. Et donc, moi, j'ai été surpris que le chef d'État n'a pas pu prendre de la hauteur par rapport à ça. Moi, j'écoute RFI et il y a, depuis des années, RFI dit de très très bonnes choses sur le Bénin. Il peut arriver qu'un journaliste, sous le coup de l'émotion, au lieu de dire parfois, dit souvent, je crois que le débat était entre parfois et souvent, dit qu'il y a souvent des attaques terroristes au lieu de dire parfois peut-être. Encore que nous sommes dans le pays, plus grave toujours. Encore que nous sommes dans le pays, et même pas plus tard, le dernier remonte à peine une semaine. Et donc, celui qui dit souvent a peut-être des raisons de dire qu'il y en a souvent. Et ça, c'est vrai. Maintenant, l'autre débat que ça pose, est-ce que quand c'est mauvais, le journaliste ne doit pas dire? Je me pose en posture déontologique, parfois je me pose la question, parce qu'on fait les mêmes reproches aux médias occidentaux pour dire, ils ne disent que ce qui est mauvais. Et nous ici, nous-mêmes, nous le disons. Et quand nous le disons, ça a moins d'écho que quand les médias occidentaux le disent. Et je pose une question, est-ce que dans nos écoles de journalisme, on nous a appris en tout temps que quand c'est une mauvaise information, il ne faut pas dire? Moi, je suis surpris de cette posture que de plus en plus des dirigeants africains prennent, c'est-à-dire à partir du moment où un média critique, et quand je prends par exemple l'exemple des amis, je l'ai dit amis, puis c'était des gens de notre génération qui ont pris le pouvoir au Mali, de la junte militaire, mais leur aversion pour des médias critiques ne va pas seulement à l'encontre de RFI, ils ont fermé des médias maliens, chose là pour ça. Et donc, chaque fois qu'il y a cette posture, moi je crains une entrave à la liberté de presse, et quand je crains une entrave à la liberté de presse, je crains une dérive autocratique, parce que ce n'était même pas possible d'imaginer que les médias ne diront que de bonnes choses. Il faut que les gens même qui sont autour des chefs, des dirigeants et qui sont leurs conseillers en communication, le mettent ça dans leur tête pour que ça s'incruste dans leur ADN, que les médias ne sont pas là pour dire uniquement quand c'est bon. Quand c'est mauvais, le média le doit dire. Et c'est ça qui doit aider l'autorité à corriger le tir. Il n'est pas là seulement pour dire tout ce qui est bon. Et donc c'est pourquoi moi, que ce soit le chef d'État, mais que ce soit toutes les autres personnes que nous rencontrons et qui sont allergiques à la contradiction, moi je les invite à savoir raison garder. Les médias ne sont pas là.
en tout cas dans nos écoles de journalisme, on ne nous a jamais dit que c'est quand c'est bon que nous devons dire, quand c'est mauvais, on ne doit pas dire. Et donc, je pense que c'est pas l'angle que Patrice Talon avait pris. Pour Patrice Talon, c'est que RFI a pris l'habitude de peindre. Je vais pas utiliser. Non, c'est ça que je dis que c'est pas exact de dire ça. J'ai dit que j'entends plein de bonnes choses. RFI fait plein de reportages sur le Bénin qui ressortent des choses positives sur le Bénin. En tout cas, moi, j'écoute RFI. Donc, on ne peut pas me dire que RFI est un média alarmiste. En tout cas, pour ce qui concerne le Bénin, et qu'ils ne disent que de mauvaises choses sur le Bénin. Celui qui dit ça n'est pas... Parlant d'attaque terroriste. Oui. Justement. Non, parlant d'attaque terroriste, c'est que RFI relève fréquemment chaque fois qu'il y a une attaque terroriste contre le Bénin. Est-ce que de sa poursuite, elle ne devrait pas le faire? C'est un débat entre nous, journalistes. Est-ce que elle ne doit pas le dire? Ou bien l'accusation aurait été mieux formulée, beaucoup plus pertinente. Si on dit par exemple, la question avec plus d'euphémisme. Dans une attaque, quand il y a eu 5 morts, RFI dit qu'il y en a eu 20. Et là, j'aurais pu comprendre que le média n'a pas raison. Mais si le média ne fait que relayer ce qui s'est passé, qui est exact, je ne vois pas la faute professionnelle qui est commune. Est-ce que cela ne relève pas le caractère beaucoup plus libre du média français comparativement aux médias locaux? Non, même les médias locaux relaient chaque fois qu'il y a eu des morts ou bien des attaques terroristes. Non, si on devrait se permettre une certaine interprétation des propos de Patrice Talon, on pourrait se dire que les médias locaux abordent la question avec beaucoup plus d'euphémisme, alors que RFI dit ce qui est de manière toute crue. Oui, moi je crois que c'est celui qui dit de manière toute crue qui nous aide à prendre au sérieux ce qui nous arrive. Si on a tenu pour dire, parce que de plus en plus, ici, on nous contraint à ne même pas dire que c'est l'organisation terroriste. On dit IANI maintenant, ou bien c'est pas ça. Individus armés, non identifiés. Oui. C'est quoi ça? C'est des terroristes. Donc si on dit ça déjà, et on ne veut pas dire terroriste, et RFI dit terroriste, bon, moi je ne sais pas trop, je ne sais pas où est la faute professionnelle, mais je crois que quand il y a un problème, le média qui vous dit, ah, il y a une menace, c'est grave, c'est dangereux, je crois que c'est ce média qui vous rend beaucoup plus service que celui qui a tendance à couvrir, à faire de l'euphémisme pour atténuer cela. Et là, vous n'allez pas percevoir la gravité de la situation pour prendre les mesures les plus idoines. En tout cas, moi, c'est ma posture. Nous allons à présent approfondir l'angle économique que les deux chefs d'État ont abordé. Le président du Niger a dit que le pétrole de son pays est le pétrole du Bénin, Syriac de Kénou. Ah oui, mais écoutez, c'est tout à fait normal parce que si le pétrole du Niger doit transiter par, disons, le Bénin, c'est que le pétrole du Niger, le pétrole du Bénin, tel que le port de Cotonou est traditionnellement le port de tous les pays de l'Interland, parce que on considère que, et ça quand même, ça fait partie des protocoles additionnels de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est-à-dire que tout pays qui ne dispose pas de mer, qui ne dispose pas de port, a comme port traditionnel les ports de tous les pays de l'espace. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous avez des produits qui sont peut-être en transit vers, disons, le Niger, le Burkina, le Tchad et autres, ce sont des produits qui ne subissent pas quand même, disons, les mêmes taxations, vous comprenez, par exemple. Donc, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une coopération aujourd'hui où, en fait, le Bénin apporte vraiment un plus-value au Niger, surtout qu'en matière d'indice de développement, en matière quand même, disons, de développement économique, le Bénin est un peu plus en avance par rapport, disons, au Niger. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, j'aimerais quand même quitter ce volet, disons, économique pour quand même amener les uns et les autres à voir bien au-delà de tout ça. Parce que Patrice Talon, c'est quelqu'un qui sait déjà que Mohamed Bazoum sera encore sans doute au pouvoir lorsque lui, il laissera le pouvoir pour entrer dans sa retraite. Donc, cette forme d'amitié entre chefs d'État, cette forme d'amitié qui se dirige déjà avec, disons, des chefs d'État nouvellement élus, n'est pas une amitié désintéressée, non. Mais c'est sans doute aussi pour que, au moment venu, que des appuis, quand même, disons, diplomatiques, économiques, ou bien des plaidoyers, tombent quand même en faveur d'un probable successeur. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs, c'est-à-dire aujourd'hui que l'on soit en train quand même, disons, de féliciter le nouveau chef d'État nigérian élu, alors que dans un passé récent, on ne s'intéresse pas si tant que ça à celui qui finissait
son mandat, c'est-à-dire c'est un jeu de calcul politique. Donc ne soyez même pas surpris. Patrice Talon était la dernière fois au Burkina et bien d'autres choses. Donc ce sont des pays frontaliers du Bénin. Donc au-delà de cette question de coopération militaire, il y a également aussi une véritable volonté d'asseoir quand même, disons, une liaison ou bien de faire asseoir un environnement propice à une probable succession qui se passerait sans doute dans la tranquillité. Donc, il faut bien qu'on commence par voir au-delà lorsqu'on invite le Rwandais au Bénin et qu'il doit y être lorsque l'on va au Burkina, lorsque quand même, disons, l'on se rapproche de ceux qui viennent d'être élus nouvellement autour de nous. Tout ça, c'est également aussi des jeux politiques qui seront bénéfiques, puisque n'oublions pas Patrice Talon, c'est quelqu'un qui a pour avantage d'avoir de l'avance sur tout le monde. Vous savez, Patrice Talon sait déjà dans 3 ans ce qu'il fera. Il sait déjà quand même, disons, par où il va quand même diriger telle et telle chose. Il sait que Mohamed Bazoum sera sans doute encore au pouvoir lorsque lui sera dans sa retraite politique en 2026. Donc, c'est des jeux. Aujourd'hui, on t'accorde de telles choses. Et là, vous parlez sur la base de la Constitution. Oui, quand même, disons. Vous savez, Patrice Talon l'a dit, elle a martelé plus d'une fois. Il est partant, même si son système va sans doute... Tout comme il a dit au premier mandat qu'il ne fera qu'un mandat unique. Je pense que ne créons pas de l'amalgame, parce que nous parlons aujourd'hui au regard de la Constitution. Les propos de quelqu'un qui quand même ne rentre pas forcément en droite ligne de ce que la Constitution béninoise a dit et prescrit, je pense qu'on n'a pas quand même, disons, à y forcément prêter foi. Aujourd'hui, Patrice Talon est en train de finir son second mandat et je pense que il finira son second mandat et passera sans doute la main à un successeur. Marcel Zoumenou, lors de cette conférence de presse conjointe animée au Palais de la Marina, Patrice Talon a indiqué qu'il ne fera pas de remaniement ministériel puisque on ne change pas une équipe qui gagne. Est-ce que cette déclaration, selon vous, ne crée-t-elle pas des frustrations au sein des soutiens de l'homme d'État? Oui, et c'est d'ailleurs sur ça que nous on a titré aujourd'hui que ça va créer des frustrations, c'est évident. Et vous savez que normalement après une élection, surtout une élection législative, au regard de ce que les résultats ont donné, au regard d'un certain nombre de paramètres, le chef d'État devrait normalement toucher un peu son gouvernement pour donner un peu plus de force, de fraîcheur à ça. Parce qu'on a vu des ministres qui sont allés, qui n'ont rien foutu. Et après tout, être ministre, c'est un poste politique. C'est pas son avis, lui. Voilà. Il est tellement satisfait de ces ministres qu'il a qualifié d'ailleurs de chevalier de sa dynamique. Oui, c'est pas son avis, lui, puisque quand on observe bien le fonctionnement du système du président Talon, ça a toujours été comme ça. C'est dans des cas exceptionnels que les gens sont mutés ou bien les gens sont limogés. Et la plupart des ministres sont en train de faire 7 ans avec lui et peut-être la majorité fera les 10 ans avec lui. Et donc c'est son système qui est comme ça. Il a construit son système du bétonnage pur. C'est bétonné. Et là, l'avantage de ce genre de système, c'est que c'est compact, c'est hermétique. Et quand c'est hermétique, c'est ça qui fait que, quand vous regardez très bien le système du président Patrice Talon, il y a très peu d'informations qui fuitent. En tout cas pour nous qui sommes journalistes, et on aurait voulu savoir si ça. Eh bien, vous n'avez rien. Quelqu'un a dû, je ne sais pas si c'est pas un coup de tête ou bien en buvant dans une buvette, quelqu'un lui a dit qu'il devait avoir un remaniement, qui a balancé sur les réseaux sociaux, et ça a voulu emballer le pays, que le chef d'État est venu pour dire quittez là. Peut-être encore que ça répond à une dynamique. Oui, peut-être aussi que l'information était vraie. Et quand ça a été sorti, le chef d'État ne voulait pas prêter frère en ça, va faire refroidir ça, attendre des mois après avant de faire ressortir ça. Toujours est-il que, tel que le système du président Talon fonctionne, et ce qu'il dit, moi, ne me surprend pas. Moi, je m'étais toujours dit qu'il a des ministres qui vont faire 10 ans. Et vous allez voir, beaucoup de ces ministres vont faire 10 ans avec lui. Le système est conçu comme ça. Maintenant, ceux qui sont dans les partis politiques font beaucoup de bruit, qui veulent être ministres. Bon, tant pis à eux, c'est comme ça. Il a d'ailleurs dit, c'est pas que le poste de ministre, c'est au prorata d'un effort politique. Je crois que c'est clair dans la tête de ceux qui s'agitent dans ces partis qui veulent des postes. Si quelqu'un veut être député,
bon, il n'a qu'à peut-être lutter sur le terrain. Il a la chance d'être positionné, il le sera. Maintenant, pour être ministre, c'est une autre réalité. Ce n'est pas lié à ce qu'il vaut politiquement. Et désormais, c'est clair dans la tête des gens et c'est clair dans la tête de ceux qui font beaucoup de bruit dans les partis. Sia Dekeno, quand vous avez travaillé à l'avènement d'un pouvoir, que au quotidien, vous vous battez pour sa stabilité, sa consolidation, est-ce que la théorie du partage du pouvoir ne voudrait-elle pas qu'on vous associe à ce qui est fait au sein du pouvoir pour lequel vous vous êtes battu? Non, mais je pense que tous ceux qui ont contribué à l'avènement du président Patrice Talon ont d'une façon ou d'une autre été quand même, disons, casés ou bien récompensés. C'est vrai que tout le monde n'a pas été quand même satisfait à la même proportion. C'est tout à fait normal parce que, vous savez, le partage, c'est la somme des déséquilibres, hein, qu'on le veuille ou pas. Ça dit, les gens n'auront pas de bénéfices à la même proportion. Mais il faut souligner un fait, en revenant sur cette conférence de presse du président Patrice Talon, pour dire qu'il y a 2 erreurs de communication majeures qu'il faille relever et qu'il faudrait que prochainement que le chef de l'État, ça dit, les évite, quoi. Vous savez, le fait d'aller au-delà et de dire je pense hein, qu'il a quand même, disons, utilisé une expression genre, je le paraphrase, c'est-à-dire ceux qui veulent rentrer au gouvernement, il faut prendre le mal en patience. Je pense que c'est quand même, disons, une déclaration de trop. Il peut déjà se limiter quand même, oui, c'est ça, tant pis, disons, se limiter parce que vous savez, qu'on le veuille ou pas, il y a vos ministres qui sont considérés comme, disons, des hauts fonctionnaires de l'État et qui, d'une certaine façon, servent la nation, mais ont des avantages conséquents. Maintenant, il y a ceux qui aussi tiennent le terrain politique. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est pour quand même la toute première fois dans l'histoire démocratique du Bénin que nous avons un chef de l'État qui a dans son gouvernement des ministres qui ne sont pas, quand même, disons, dans une grande majorité, des leaders traditionnels de fief politique. Je ne sais pas si vous avez fait, parce que Patrice Talon a mis pour la plupart dans son gouvernement des technocrates et qui pour la plupart ne sont pas, par le passé, on vous nomme au gouvernement parce que vous êtes des leaders, c'est-à-dire d'un fief traditionnel ou bien en fait vous êtes quand même, disons, l'une des figures emblématiques d'une formation politique donnée, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Est-ce que ça ne donne pas raison à Patrice Talon qui voudrait plutôt compter sur les compétences? Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Patrice Talon, en matière de résultats, produit plus de résultats, parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas tenus par quand même, disons, certaines considérations politiques pour pouvoir, ne serait-ce que frapper là où il faut frapper ou bien mener des réformes. Maintenant, allons aussi quand même, disons, dans l'autre pan du débat, c'est qu'il faut que les gens commencent par comprendre le personnage Patrice Talon. Lorsque vous voyez que c'est un chef d'entreprise qui a toujours réussi, mais en ayant pour la plupart des collaborateurs avec qui il a déjà fait 30 ans, 25 ans, 20 ans, vous voyez que c'est quelqu'un qui, en réalité, ne sait pas se débarrasser quand même, disons, pour un oui, pour un non de ses collaborateurs. Et il ne faut pas oublier, les fins de mandat sont les périodes les plus délicates pour les chefs d'État en exercice. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a le plus créé de problèmes à Boni Yayi? Boni Yayi, ce qui a le plus créé de problèmes, c'est le fait d'avoir remanié de façon perpétuelle son gouvernement. C'est le fait d'avoir sauté et fait cette instabilité qu'on a notée dans l'équipe autour de lui. Et cette instabilité fait quoi? Lorsque vous nommez quelqu'un comme ministre, dans sa commune, il est déjà connu, vous comprenez? Il devient de façon naturelle un leader d'opinion. Donc quelqu'un qui peut déjà quand même, disons, influencer. Et lorsque l'intéressé passe 6 mois, voire 1 an dans votre gouvernement, c'est que vous avez contribué à le doter de moyens financiers pour vous combattre après. Et ce que Boni Yayi a connu, c'est-à-dire on met des gens au gouvernement 1 an, 1 an et demi après, on les enlève. Et regardez très bien, qui sont ceux qui, en fin de mandat de Boni Yayi, l'ont combattu? Vous voyez, toute cette classe politique qui a combattu Boni Yayi en fin de mandat sont à plus de 80% des gens que lui-même il a contribué à fabriquer. Des anciens ministres, des anciens DG, des députés, membres de sa formation politique. Donc Patrice Talon sait très bien que en ouvrant quand même, disons, cette porte-là, déjà qu'il fait l'objet quand même, disons, de critiques au sein même, disons, des formations politiques de la mouvance, pour un certain nombre de choses, pour quand même, disons, un manque d'ouverture et autres, il sait déjà que
le gros lot des ministres qu'il fera quand même, disons, quitter son gouvernement, peut-être, et qui deviendront, et qui seront peut-être, disons, là, simplement désœuvrés, deviendront dans l'ombre les personnalités qui sans doute le combattront demain. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous allez remarquer que presque tous ceux qui ont été sautés du gouvernement pendant quand même, disons, le premier quinquennat de Patrice Talon, peut-être à l'exception des ministres proposés par Diavon dans son premier mandat, ont été renommés quelque part, chargés de mission auprès de lui, ou soit ont été nommés conseillers techniques. On a vu le cas des secrétaires, le cas des ministres et bien d'autres, vous comprenez. Tout ce qu'il a fait débarquer de son gouvernement, il a su d'une façon ou d'une autre les repositionner. Donc c'est une façon pour lui quand même, disons, de les maintenir, de les garder, pour éviter que ceux-là deviennent, pour avoir vu et pour être restés au sein de son système, deviennent tels que, quand même, Marcel l'a dit, les divulgateurs d'informations sensibles sur le fonctionnement de son gouvernement. Marcel Zoumenou, est-ce que les laudateurs autour de Patrice Talon ne vont pas se sentir... je reviens sur la question de la frustration parce que si on jette un regard futuriste de 2023 à 2026, c'est qu'il n'y a plus d'enjeux politiques. Est-ce que Patrice Talon n'a-t-il pas tenu ses propos parce qu'il n'a plus besoin de ceux-là qu'il a pris l'habitude d'appeler des partenaires politiques? Oui, et quelque part c'est vrai, et ça dépend de ce qu'il veut. Est-ce que d'abord en 2026, il souhaite que ce soit quelqu'un de son camp, de sa famille politique qui le remplace, ou bien quelqu'un de l'opposition? C'est déjà ça, une équation à laquelle il doit trouver une solution. Mais je crois logiquement que tout homme aurait voulu que ce soit quelqu'un de sa famille politique. Et donc, ça veut dire que il doit être aussi regardant sur les élections de 2026 que celles qui viennent de se dérouler. Et donc, les gens qui peuvent être des casse-pieds potentiels, et il faut travailler à les fragiliser. Et ceux qui peuvent être vus comme des éléments positifs et qui peuvent, autour desquels peuvent être bâtis de grands projets politiques, il faut les hisser. Je crois que normalement, ça doit être ça. Et donc, le chef d'État ne peut pas rester dans une posture de dire bon, maintenant, je suis en train de faire mon deuxième mandat et puis je m'en fous, advienne que pourra, et le pouvoir peut aller dans tous les cas. Je ne crois pas, tel qu'il fonctionne, je ne crois pas qu'il puisse être dans cette posture. Et fort de ça, et fort de ce que les résultats ont été, je voudrais rappeler ici que pour une première fois depuis 1990, on a fait une élection législative et le seul et unique parti de l'opposition a battu dans les 4 grandes villes en matière de poids électoral. Je voudrais citer Calavi, Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Et donc, c'est un message. Et donc, si l'objectif, comme je le disais, l'objectif, c'est que le système maintienne le pouvoir, il faut vraiment décrypter ce qui a amené ça. Moi, je sais par exemple, au regard d'un certain nombre de choses, que la plupart des gens qui ont même voté pour l'opposition ne sont pas des militants, encore que le parti, les démocrates, n'a pas été très visible sur le terrain. C'est les frustrés des deux partis de la mouvance qui voulant montrer qu'ils ne sont pas contents, soit à cause des positionnements sur les listes électorales, soit parce qu'ils ne sont pas contents d'un certain nombre de choses, ont voulu faire ce coup. Et il y a eu même des confidences que je crois au niveau du pouvoir central, les gens devaient avoir relayé à ce niveau où des gens dans le système sont allés voter de l'autre côté pour montrer qu'ils ne sont pas contents. Et donc, il faut tenir compte de ça. C'est un message important parce que c'est vrai que ça n'a pas pu contaminer tout le pays, ces votes de mécontentement n'a pas pu contaminer tout le pays, mais ça pourrait l'être si on ne tient pas compte de cette frustration. C'est pourquoi, pour moi, normalement, il devait y avoir un remaniement. Mais si le chef de l'État décide de ne pas en faire, c'est son droit le plus absolu. Les postes de ministre, le remaniement, c'est du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et donc, mais il doit tenir compte d'un certain nombre de paramètres, apporter de la fraîcheur et un peu plus de dynamique dans ces partis, en bougeant un peu les nez pour que ça ne soit pas trop statique. Mais comme je le dis, il est dans un système de bétonnage, il est dans une logique de bétonnage de son système. Et quand vous êtes dans une telle logique, c'est difficilement que vous bougez vos pions. Les pions restent en place tant que les objectifs
économiques de développement sont atteints. Nous allons fermer ce chapitre de l'émission sur ces mots.